monde et bienvenue dans le 6e épisode du podcast Silence ça parle, c'est Zazou Morel et aujourd'hui j'ai invité Guillaume Lemerle pour présenter le métier de chef électricien. Et j'ai avec moi deux étudiantes, Quentin Giraud et Maëlle Féat. Bonjour à vous trois, merci beaucoup d'être là ce matin. Bonjour. Donc présentez-vous en premier, peut-être Maëlle et Quentin pour raconter votre parcours, vos expériences, vos études, et ensuite Guillaume, je te demanderai de te présenter en quelques mots aussi. Voilà. Alors moi je sors d'une classe préparatoire de cinéma à Toulouse et je fais ma première année à Paris 8 parce que j'ai tenté les concours des écoles, donc la Fémis, la Cinéfabrique et la ED. Et donc je ne les ai pas eus cette année, donc voilà, je suis à Paris 8 mais j'aime bien, ça se passe bien. Voilà. Moi, je suis en 3e année de licence à Paris 8. Je fais ça juste après le bac. Et j'ai commencé à traîner dans quelques tournages en première année. Et là, ça se concrétise, des stages et tout. Ça avance. En élec, du coup. En élec, ouais, et un petit peu de machinerie aussi. Donc moi Guillaume, je suis chef électricien, j'ai fait l'ESRA de 2000 à 2003 en Bretagne et depuis j'ai fait l'électricité et je suis passé chef il y a déjà un certain temps. C'est une petite question sur le rapport entre le chef élec et le chef op. En fait au final, qu'est-ce qui te différencie de lui dans la direction de lumière? Après ça dépend des chefs-op, ça dépend du film, ça dépend de pas mal de choses. Il y en a avec qui on a une collaboration où on n'a pas besoin de beaucoup se parler et on va faire la lumière par rapport à leurs demandes ou aux demandes de la mise en scène parce qu'on se comprend et qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'évoquer tout le temps chaque projecteur et tout. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus précis sur leurs envies ou leurs demandes. Ça dépend vraiment de la collaboration de chaque personne, quoi. Mmh. Donc des fois les décisions que tu es amené à prendre, elles peuvent ressembler à des décisions de chef-op si on te laisse plus de liberté. Oui, après chef-op c'est aussi ils sont plus proches de la mise en scène, c'est pas, de toute façon ce n'est pas que la lumière, il y a aussi la proximité à la caméra, au mouvement de caméra, non, c'est une collaboration. Je pense que c'est plus simple pour un chef-op quand on se comprend et qu'on n'a pas besoin d'être dans la précision de la demande, puisque une collaboration, il y en a avec qui j'ai fait plusieurs films, donc forcément avec le temps on n'a pas besoin de tout se dire et on sait, je sais ce que le chef-op il aime, je sais, et donc on arrive à travailler comme ça. Après ça dépend aussi beaucoup de la mise en scène et de où sont les comédiens, de pas prendre trop de place pour leur permettre d'avoir une liberté de jeu aussi. J'ai une question assez spécifique parce que j'avoue que je suis Laurent Tangy depuis Le Grand Bain. Je l'avais découvert dans Le Grand Bain et j'aime beaucoup son travail et j'ai vu que tu avais travaillé avec lui et donc je voulais savoir comment tu travaillais typiquement avec ce chef-op là. Alors Laurent, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Moi j'ai été électricien dans son équipe, c'est comme ça que j'ai rencontré. Après il a cessé de travailler avec ce chef électro et on s'est retrouvés quelques années plus tard pour HHHH de Cédric Jiménez. Justement on a tourné majoritairement en Hongrie et c'est vrai que par exemple les Hongrois dans leur manière ils ont besoin de quelque chose de très précis et à la fois dans la manière de travailler de Cédric et de Laurent, qu'on surnomme Renzo, il y a un truc très instinctif où ils laissent les comédiens évoluer dans le décor et tout, et les Hongrois avaient du mal à comprendre ça. Et c'était vraiment une expérience superbe, parce que c'était des gens en pellicule, les décors étaient superbes, c'est un film d'époque, donc c'était... et puis c'était quand même un très bon casting aussi. Après on s'est retrouvés sur le Grand Bain. Donc pareil, Laurent il travaille beaucoup à l'épaule. C'est un cinéma, c'est une manière de filmer très instinctive sur les comédiens qui pour permettre à la mise en scène et de leur laisser la liberté de jouer. Donc souvent on éclaire le décor et après on revient avec des
plus petits ajouts de lumière pour que eux aient vraiment la liberté de faire ce qu'ils veulent dans le décor. Ça, je l'avais lu et je trouve ça super intéressant justement que vous installiez d'abord les lumières et ensuite, vous installez le plus gros et ensuite, il commence à tourner comme tu dis instinctivement. Et parfois on enlève, parfois on rajoute. Selon le jeu, vous voulez dire, selon les déplacements, etc. En fait, je crois que, j'avais lu en tout cas sur une interview que Laurent Tanguy, il aime bien que la lumière soit installée pour toute une séquence et que les acteurs aient la liberté un petit peu de se déplacer. Lui, du coup, il peut filmer un peu instinctivement et après, ils ont juste des petites retouches à faire. Et c'est intéressant parce que peut-être qu'il y a des chefs-op qui, pour chaque plan, imaginent une lumière, mais du coup, c'est pas toujours... Il y en a certains où on travaille plan par plan. Ouais, là, à HHH, déjà, on avait plusieurs caméras, donc c'est déjà plus difficile de placer... on travaille pas avec des projecteurs sur pied dans le décor, parce que... plus on a de caméras, plus il y a de probabilité que les projecteurs soient dans le champ. Ouais. Donc souvent ça vient de l'extérieur, mais ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus naturel. C'est quoi ta place en tant que chef élec dans la pré-production d'un film Alors nous, on a assez peu de prépa généralement. Ouais. Ce qui est pour moi assez dommage, mais en tout cas on a assez peu de prépa. On commence la prépa lors des repérages qui sont très souvent des décors qui sont déjà validés. Et là, ça nous permet de savoir justement, de connaître les accès. C'est très technique. On connaît les accès, on connaît la manière dont on peut accrocher des projecteurs, quels seront les plans si un découpage existant, quels seront à peu près les plans qu'on fera. Mais on intervient assez peu avant. Quand j'ai fait Substance, j'ai eu pas mal de prépa parce que comme il y a de la construction, je pouvais avoir un dialogue avec le constructeur. En revanche, sur un film dit classique, la prépa est assez réduite. Est-ce qu'il y a des cas de figure où tu arrives sur un décor qui du coup aurait été validé et tu vois quelque chose qui passe pas? J'ai vu des échanges de messages où c'était genre il y a une ligne haute tension qui passe au-dessus et du coup lever un pied c'est... Après généralement ça on le sait en amont. Normalement que ce soit la régie où ils ont quand même théoriquement une expertise qui leur permet de savoir que le décor si c'est trop dangereux ou si c'est... Mais ce qui est assez difficile, c'est que tu arrives en repérage, tu découvres le décor et très très vite on te demande de faire une liste pour ce décor, sauf que ça veut dire qu'il faut arriver et il faut un peu deviner alors qu'il y a encore plein de travail qui va être fait en mise en scène. Faut deviner un peu... t'as assez peu de temps pour réfléchir quoi. Pour réfléchir, ouais. pour faire ta liste parce que Mais est-ce que le chef-op, lui ou elle, sait peut-être en amont un peu plus que toi le décor et peut... après c'est toujours pas, il y a le décor mais il y a aussi le tout est un peu lié, il y a le découpage, il y a les comédiens, il y a le... Donc tout a un impact. Puis il y a aussi quand on fait un long métrage avec un réal qu'on connaît pas, il faut voir aussi sa manière de travailler. Oui. Par exemple sur The Substance, c'était la première fois que tu travaillais avec la réalisatrice. Ouais, j'ai rencontré Coralie, moi c'est la production qui m'a appelé. Et après c'était un chef-op étranger qui avait demandé justement à avoir pas mal de prépa. Ok. Donc ça c'était lui qui l'avait demandé. Et c'était assez bien justement pour voir un peu l'ambiance et toutes les volontés que pourrait avoir Coralie. Quelles sont les différences de hiérarchie entre les productions étrangères et en France ? Dans l'équipe Dans l'équipe, ouais. Dans l'équipe électro. Dans l'équipe électro, ouais. Et aussi, du coup, comment tu dialogues en fait avec ton équipe ? Si c'est pas trop abstrait. Alors, je sais pas s'il y a une vraie différence d'un pays à l'autre sur la hiérarchie. Il y en a une à l'étranger, le chef machinot, il fait pas exactement la même chose qu'en France. Donc il y a souvent un petit temps comme ça pour comprendre exactement ce que lui fait ou pas. Tout bêtement, moi il y a des chefs-op qui me... Pardon, j'ai tapé le micro. Des chefs-op qui me demandent parfois, oui mais en France, qui s'occupe du noir ? Donc nous
Nous, ce sont les machinaux qui font le noir, mais il y a des pays où ils font tout ce qui est sur cadre, c'est aussi les machinaux. Là, nous, tout ce qui est réflecteur, ça va être de l'électricité. Sur noir, les borgnoles, etc. Alors voilà, tout ce qui est borgnoles, les drapeaux. Ok. Il y a plus de rigging à l'étranger, donc c'est l'installation des projecteurs en amont du tournage. Ou en France, parce que après ça dépend, c'est aussi économique. Nous, on a plutôt tendance à arriver sur un décor, installer et tourner. Après, t'as des équipes de rig. Après, sur même Monte Cristo, ils avaient ça. Sur les films plus importants, tu as toujours du rig, mais c'est pas systématique. Il y a beaucoup de films en français où t'es un chef plus 2 ou 3 et où tu n'as pas d'équipe de pré-light. Souvent, quand tu rentres en studio, c'est par exemple Substance. Tout le rig de l'appartement, du décor appartement qui a été tourné à Épinay. On l'a fait nous-mêmes parce que le tournage n'avait pas encore commencé. Donc c'est nous qui avons pris ce temps-là. Alors que si on avait été déjà en tournage, on aurait pris une autre équipe. Okay. Une équipe de pré-light. Et après, on a aussi des pupitreurs où on s'adresse à eux directement. Qui sont eux sur la console lumière, et eux je suis en dialogue avec eux pendant le tournage. Donc il y a quand même une hiérarchie que tu tiens. Enfin c'est normal, mais par exemple tu vas pas aller voir des assistants électriciens, tout ça parce que. Ah bah si on est une équipe. Vous êtes on travaille tous ensemble. Ça dépend vraiment des tournages. Généralement, on est 4, 5. Donc, on a le temps de parler à tout le monde. Mais après, effectivement, il y a des postes. Les groupman, ils sont souvent un peu en arrière parce que ils font la distribution électrique entre le groupe électrogène et le plateau. Donc, ils sont plus en arrière où moi, je reste sur le plateau, vraiment à la face. Et du coup, par la force des choses, je les croise moins. Mais on reste... on est tous ensemble malgré tout. Ok. Et une dernière question sur justement la place que tu as sur un tournage. En fait, on voulait savoir quel était ton lien et comment quel dialogue tu avais avec l'équipe HMC. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Est-ce qu'il y a vraiment une préparation C'est pareil, ça dépend un peu des films. Que ce soit sur HHH ou Substance, on a été beaucoup dans le dialogue. Après, dans les deux cas, c'est des gens qui n'ont pas besoin de moi pour faire leur travail, mais on peut avoir un dialogue pour dire tiens, il y a un comédien qui a eu un petit problème ou qui a un bouton ou des choses comme ça. Mais on échange beaucoup avec Clochette, on échange beaucoup. Après, ils connaissent très bien leur. Parce que ce sont plus des échanges où parfois les rassurer pour dire là le retour il est. Donc aujourd'hui en numérique maintenant il y a des luttes qui sont parfois extrêmement contrastes où on voit pas beaucoup donc on peut s'interroger et dialoguer si elle veut savoir si ça sera bien imprimé à la caméra ou pas parce que l'image qu'on voit. Quand c'était en 35, c'était déjà le cas. On ne voit pas forcément l'image sur le plateau, on ne voit pas l'image avec le résultat qu'elle aura à la fin. Donc, on peut s'interroger, on peut dialoguer. On peut dialoguer pour ça, pour savoir, est-ce que ça sera dans le noir, est-ce qu'on le voit, est-ce que un échange. Pour accentuer le maquillage, les cicatrices et tout ça, savoir s'il y a bris, savoir s'il y a une perruque, est-ce qu'on voit à l'image, est-ce qu'on verra le raccord entre la peau réelle et la perruque ou ce genre de choses. Oui, il y a peut-être un enjeu d'ombre aussi parfois. Oui, parfois on s'entraide. Après, là, par exemple, Substance, on a fait tout l'inverse parce que alors que d'habitude on essaie d'un peu de dissimuler, de mettre un peu dans l'ombre tout ce qui est prosthétique. Là, Substance, tout est toujours très éclairé, tout est. On le voit quand on est dans une salle de bain qui est blanche. Rien n'est caché, quoi. Qu'est-ce que tu recherches dans un projet, dans le travail de la lumière? Qu'est-ce qui te
fait qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce qui te fait vibrer C'est un peu abstrait encore, mais ça dépend vraiment des tournages. Ça dépend vraiment des films. Ça peut être une envie de collaborer avec quelqu'un, ça peut être un scénario que Subscène, j'ai beaucoup aimé le scénario, ça peut être le contexte si justement un film de guerre de toute façon globalement les films en costume je trouve ça ça donne envie moi ça me donne envie de faire du cinéma. Ça dépend vraiment de plein de choses. Ça peut être si on me propose un film je sais pas en Corse pendant 2 mois, je peux m'interroger et me dire que j'irai. On m'avait proposé un film l'année dernière à Venise. Je trouvais ça assez grisant de faire quelque chose à Venise parce que forcément là il y a des contraintes techniques qui je ne l'ai pas fait, mais en tout cas Au niveau de l'écologie, est-ce que comment en fait vous pensez à l'écologie dans ce métier? Est-ce que vous y pensez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors pour moins consommer, tu veux dire Pour moins consommer. Et comme tu parlais de Venise, j'ai pensé à ça parce que comme Venise est en train de s'éteindre un petit peu. En fait, il y a aujourd'hui il y a des éco-tournages. Oui. Donc à savoir, on doit faire un bilan, dire en amont comment on va éclairer, est-ce qu'on a besoin, parce que moi je suis à l'électricité, je suis un poste important parce qu'on peut consommer énormément de. Donc maintenant il y a la LED. En revanche, il y a les batteries aussi. Oui. Mais par exemple, j'ai fait une publicité récemment pour un organisme de recyclage, donc ils étaient concernés pour ça. Mais malgré tout, les alternatives qui étaient proposées par les prestataires, j'avais des gros projecteurs et je ne pouvais pas mettre ces gros projecteurs sur batterie. Donc on est resté sur un générateur dit classique, mais avec du biocarburant. Okay. De toute façon, c'est une question qui aujourd'hui qui est réelle et donc à la fois dans la manière dont on va alimenter les projecteurs, à la fois sur les projecteurs eux-mêmes parce qu'ils sont moins énergivores. La LED par exemple nous permet, on a réduit toute notre consommation de gélatine là où il y a quelques années la gélatine c'est du plastique. Donc on essaie au maximum, mais après c'est aussi, je pense que c'est à la fois pour suivre un mouvement, parce que c'est politique et c'est demandé par les productions, et voilà. Mais il y a une conscience écologique aussi j'ai beaucoup de mes collègues où on essaie de pas consommer, mais c'est à titre personnel, donc on l'applique aussi au niveau professionnel. Mais parfois il y a des décors qui impliquent, si on est dans un intérieur appartement et qu'on va tourner à 20h et qu'on est au mois de décembre, on sait qu'à 20h il fait nuit, donc on est obligé on commence avec la lumière avec laquelle on terminera. Quels ont été tes plus gros challenges sur des tournages, des productions? Après, au-delà des installations en elles-mêmes, c'est plus le temps, parce que souvent on manque de temps. Je me rappelle donc justement sur HHH, on faisait l'intérieur de l'église, donc qui était éclairé sur des échafaudages qui ceinturaient l'église, et il fallait revenir en extérieur le lendemain, donc on voyait tous les échafaudages. Donc on avait juste une nuit pour le démonter. Ah ouais. On a fait la même chose à Montmartre. John Wick, où tout était installé à Montmartre, et le lendemain quand on retournait, on était sur un parking qui était pour faire la même séquence, parking qui était à 20 km de Paris, donc il a fallu tout transférer. Je trouve que les challenges sont plus dans l'optimisation du temps. Souvent le temps nous manque pour faire des choses. Du coup, ça impacte sur le travail de la lumière réellement, sur le moment où tu dois travailler Alors ça va pas avoir un impact, en tout cas il ne le faut pas, ça n'a pas d'impact artistique, mais ça a un impact économique, parce que parfois quand on a peu de temps, on est plus nombreux. Oui. Et c'est parfois ça qui est assez difficile d'estimer le temps. Je me rappelle sur OSS, on avait un pré-light qui pour moi était censé
se faire plus rapidement. Et ce pré-light a vraiment traîné malgré l'effectif, parce que les habitudes de travail ne sont pas les mêmes, que là au Kenya, enfin ils ont pas forcément d'échelle ou de matériel, donc du coup ils font les choses manuellement et c'est plus long. C'est vrai que nous aujourd'hui on a des outils, des chariots. À l'étranger ils n'ont pas toujours des chariots, parce que ça peut être culturel, pour protéger leur emploi. Plutôt que d'utiliser des chariots, ils préfèrent utiliser 3 personnes. Mais du coup, ces 3 personnes, elles font pas la lumière à ce moment-là, elles déplacent juste du matériel. Et ça a un vrai impact, et c'est parfois difficile d'estimer ça quand on vient de l'étranger. Nous, les plus grosses contraintes sur Subsen, c'était la découverte aussi, parce que filmer une photo, il faisait 36 mètres par 12 mètres. Ah oui. Où place-t-on les projecteurs pour pas qu'ils soient dans le champ quand Margaret vient contre la vitre, faut pas voir le sol, du coup faut pas avoir les projecteurs qui l'éclairent en haut et en bas. C'était ça pour le coup c'était assez challengeant aussi, la découverte, et on se rend vite compte que le studio est trop petit pour cette découverte gigantesque. Parce qu'il y a une énorme vitre, une énorme baie vitrée. Il y a une très grande baie vitrée où il n'y a pas de voilage. Ah ouais. Il n'y a pas de voilage, il y a rien. Il y a la baie vitrée et après il y a la photo qui est 8 mètres après, quoi. Et la photo, elle fait 12 mètres de haut pour 36 mètres de large. La photo de la vue de Los la photo Angeles. Ouais, c'est ça. La photo de la pub, là, le panneau. Alors il y a le panneau après qui était un vrai panneau physique avec une photo qu'on appelait le billboard, mais il y a cette découverte de la photo de Los Angeles. Pardon. C'est un décor en relief qui est... C'est une photo qui a été prise par c'est Roscoe, c'est le soft drop. Quand l'éclair à la face, c'est du jour, et quand l'éclair de derrière, c'est de la nuit. Et donc on peut mélanger l'éclairage pour faire un coucher de soleil où on éclaire un peu par devant et derrière. Et c'est super. Après, il faut être hyper... parce que la mise au point ne change pas, parce que la photo est déjà prise, elle est déjà imprimée. Donc faut être vigilant. Et puis là, sur un décor où on reste aussi longtemps, qu'on le voit tous les jours, il peut y avoir aussi l'habitude de se dire non, c'est bon, ça marchait hier, sauf que faut se redire tous les jours, c'est pas parce que ça marchait hier que ça marche. Enfin, donc il faut essayer d'être vigilant tout le temps. Mais ouais, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, avec l'expérience et les tournages que tu as accumulés, et peut-être les différentes installs que tu as faites, je sais pas, est-ce que tu as une lumière, une façon de faire, une ambiance particulière qui, à chaque fois, tu te dis c'est vraiment, j'aime ça plus que... Peut-être qu'il y a des lumières que tu n'aimes pas du tout quand tu les fais. Après, moi, c'est pour ça que j'ai aimé bosser sur Subsense, parce que avec Coralie, on est un peu de la même génération, donc le cinéma qui l'inspire, moi c'est du cinéma que je voyais, et j'aime ce qui se voit, il y a un côté 90s dans beaucoup de plans dans Subsense, parce que moi j'ai grandi avec ce cinéma et ça me parle. Après ça dépend vraiment des tournages. Quand on fait la publicité, on va être souvent plus sur la beauté ou une lumière très, très plate, uniforme. On avait aussi une question sur est-ce que tu as des projecteurs que tu choisis en fonction de l'objet que tu vas filmer. Donc par exemple, si tu filmes un visage, est-ce que tu vas prioriser tel type de projecteur? Si tu filmes une grosse surface du coup, ou un petit objet, je sais pas. Oui, après chaque projecteur a vraiment un peu son utilité, donc ça dépend si on éclaire en douche ou sur pied à côté. Mais après, si on doit éclairer, faire on a beaucoup de macros sur Subsense, la macro on l'éclaire pas de la même manière. Si on a de la vitesse, tous les projecteurs n'ont pas la bonne fréquence pour la vitesse. Si on tourne, on fait un tournage où on va être majoritairement dehors, on va essayer d'avoir des projecteurs. Si on a la chance aujourd'hui d'avoir des projecteurs étanches, on va essayer de choisir des projecteurs étanches. Pour la scène du théâtre, comme je sais qu'il y a énormément de sang,
tous les soirs, on lavait les projecteurs avec un jet d'eau et tout ça. On pourrait pas le faire avec tous les projecteurs qui existent. Mais là, c'était pour le coup, la contrainte, on la connaissait en amont. Donc on essaie à chaque fois d'adapter, enfin moi j'essaie d'adapter mes listes au film que je vais faire, que ce soit pour des raisons techniques ou des raisons artistiques. D'accord. Et du coup, le macro, comment tu l'éclaires Souvent il faut beaucoup de diaph, parce que la mise au point est très réduite, donc il faut des projecteurs à un rendement assez élevé. Après... la macro implique que par la force des choses, on veut des ombres assez douces, parce que sinon, si c'est trop contraste, en macro, ça va se voir beaucoup. Il va y avoir des zones très denses dans l'image. Donc, oui. Après, aujourd'hui, avec la LED, on a quand même la chance d'avoir des choses qui ne chauffent pas trop. Ça pourrait être des macros sur un œil pour une publicité. Donc ça, j'ai déjà fait macro sur un œil. Enfin, c'était Eva Longoria en high speed. Et là, quand tu as besoin de beaucoup de diaph, souvent les projecteurs ils sont très forts, mais ils chauffent beaucoup et tout ça. Et là, tu as quand même des contraintes. Voilà, tu fais attention au visage des comédiens, quoi. Parce que ça chauffe énormément. Du coup, tu mets plus du LED. On essaie de privilégier la LED dans ce genre de cas, mais là, en l'occurrence, pour cette pub-là, enfin, on avait besoin d'encore plus de diaph. Je me rappelle plus si on était à 500 ou 1000 images, mais on avait besoin de beaucoup de diaph. En parlant de LED, du coup, c'est quoi la place qui reste au tungstène et au HMI le tungstène étant... Alors moi, j'aime beaucoup le tungstène pour sa qualité de lumière. Pour tout ce qui est les teintes de peau et tout ça, le tungstène, je trouve ça vraiment magnifique. En revanche, c'est quand même extrêmement énergivore, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Donc, le tungstène, tu vois que ça tend à disparaître un petit peu. Disparaître, je sais pas, mais après, en plus, t'as des lois qui font que il y a plus de fabrication d'ampoules je crois au-dessus de 1000 watts, mais pour tout ce qui est ambiance et tout ça, il y a des tubes crayons qu'on appelait tubes crayons. Quand on a fait OSS, je savais que il y avait plus de lampes de secours pour ça. Après, les projecteurs plus classiques, Fresnel, ça il y a toujours. On pourra toujours, enfin, on trouve encore des lampes de 24 kg tungstène, mais c'est très énergivore. Donc le HMI, lui, a un rendement, malgré tout, un 18 kg HMI, il n'y a pas d'équivalent en LED, ou il n'y a pas de... Donc, lui, il existe encore, mais malgré tout, on a quand même de plus en plus la LED qui arrive sur le plateau. Mais paradoxalement, malgré tout, un 5 kg tungstène, c'est de l'acier et une ampoule, c'est moins polluant qu'un panneau de LED. Ouais, donc ça consomme moins, mais enfin c'est tout le débat actuel. Tout à l'heure sur l'écologie, c'est que certes on a des projecteurs qui consomment moins, mais leur production est plus importante aujourd'hui. Elle existe. Enfin, aujourd'hui, on sort des projecteurs comme on sort un peu des téléphones. Il y a alors que les projecteurs tungstène et HMI qui ont 30-40 ans, il y en a qui fonctionnent encore. Ah bah oui. Et du coup, est-ce que c'est... Même plus que 30-40 ans. Tout ce qui est tungstène, c'est quasiment inusable. C'est peut-être un peu similaire au débat sur les voitures. C'est voitures exactement le même débat. Est-ce qu'on ferait... Dans quelle mesure c'est pas contre-productif de produire encore des modèles de voitures différents alors que les autres ils roulent encore, quoi. Là on repart sur une autre... Voilà, faudrait rebondir, mais on va s'éloigner du cinéma peut-être. C'est la faute des lobbies. Non, et puis après, les fabricants, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Maintenant, là, il y a un salon de l'AFC. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y a énormément de fabricants. Il n'y a pas que 2 ou 3 marques de projecteurs. C'est que maintenant, il y a des fabricants un peu partout dans le monde. Tout est mondialisé. Il y a des fabricants asiatiques qui vont mettre sur le marché des produits qui sont terminés, mais dont les accessoires ne sont pas encore terminés. Donc, on va avoir un projecteur où... L'année dernière, je crois, on a attendu le Fresnel d'un projecteur pendant au moins 4 mois, quoi. Les 2400 luxe. Oui. Oh, c'était...
Mais du coup, c'est là où certains fabricants essaient de produire, des fabricants plus historiques sortent des caméras ou des projecteurs avec des projecteurs terminés. Est-ce que tu parviens à intégrer un style ou ta patte un petit peu sur les projets que tu fais? Je pense que je pense que dans la proposition qu'on peut faire à un chef opérateur, quand on se comprend, forcément il y a des choses qu'on aime bien faire, et s'il aime bien, il nous laisse le faire. Après ça dépend. Là, quand on fait de la publicité, c'est beaucoup plus formaté, donc ça on fait un peu tous la même chose, mais au cinéma, quand on a une relation de confiance, par la force des choses, on peut proposer des choses et on peut amener de toute façon notre style au film. Ok. Ça, c'était une question, parce que je sais pas si tu connais le mémoire de Diarra Souran sur éclairer les peaux foncées. Elle a fait un podcast aussi, non? Ah, peut-être. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais découvert sur Combini. Peut-être ça. Et donc, c'est vraiment un livre que j'ai adoré parce que du coup, je me suis beaucoup questionnée sur ça. Et donc, toi, concrètement, comment tu fais pour éclairer les différentes textures, les différentes couleurs de peau? Est-ce que, je sais pas, il y a des projecteurs que tu préfères pour, Alors, c'est pas tant les projecteurs, mais après, je pense qu'il faut, c'est regarder les sujets. Oui, on a tendance à oublier qu'en fait, moi j'aime beaucoup regarder le décor, les comédiens, les matières. Et en fait, deux personnes avec une peau noire n'ont pas la même manière de réagir à la lumière. Avec Laurent, on avait fait un film qui va me revenir, Fury, et avec le comédien principal qui était noir, on ne l'éclairait pas la même. Et puis c'était un film majoritairement de nuit, et la comédienne, elle avait la peau très claire, forcément on les éclairait pas de la même manière. On accentuait la transpiration pour que ça brille un peu plus. C'est là où on collabore justement avec l'équipe maquillage ou et deux personnes n'ont pas du tout la même manière de réagir, même s'ils ont en couleur la même couleur de peau. Il y a des peaux plus brillantes, il y en a des peaux plus mates, il y a des peaux même peut-être différentes. Par rapport à la forme du visage. La forme du visage, les yeux. Donc puis la difficulté, je me rappelle d'un film que j'avais vu au cinéma où la comédienne avait la peau très très blanche et le comédien c'était Marcy. Et tu vois que la comédienne, elle est tout le temps surex pendant tout le film. C'est terrible. Et c'est assez comme après là c'est un peu focus on the money. Je pense qu'ils avaient privilégié Omar. Mais c'est ça qui est un peu difficile, c'est que dans le même cadre, il faut éclairer tout le monde, et quand on n'a pas forcément la possibilité d'éclairer chaque plan, on fait une lumière pour la séquence, et donc forcément il y a peu, comme dans ce cas-là, avoir un écart de quelqu'un qui est mieux éclairé que l'autre. Est-ce que on sait que tu fais de la pub aussi, juste des longs métrages, on sait tout. Quelle différence vraiment tu ressens sur un tournage de pub et un tournage de long métrage, hormis la durée, évidemment? Moi j'aime bien l'implication que tu as en fiction, en long, parce que tu collabores à quelqu'un artistiquement, tu te connais, tu sympathises. C'est une relation à long terme, et donc moi je préfère l'implication en long métrage. Après la pub, c'est super aussi, parce que très souvent tu as des moyens, t'es au show, t'es en studio souvent, c'est très différent. T'as pas la même implication, donc t'as beaucoup plus de temps aussi dans ta vie privée, parce que ça te donne du temps.
Donc moi je trouve que j'essaie de maintenir cet équilibre entre les deux pour faire je ne pourrais pas faire que de la pub et en même temps je ne pourrais pas faire que du long tout le temps parce que sinon tu n'as plus de vie, parce que quand tu pars sur un film et qui dure 5-6 mois, tu fais rien d'autre que ce film. Est-ce qu'avec ton métier et tes connaissances en tant que chef électricien, tu pourrais aujourd'hui prétendre à être chef opérateur ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager à ton poste ? Alors en France, c'est pas un parcours classique. Okay. Souvent les opérateurs, il y en a quelques-uns, mais souvent les opérateurs viennent du monde de la caméra. Oui. Ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Et donc la chef opératrice avec qui je parlais hier, elle était gaffeur à New York et passée chef op après. En France, c'est pas. Ça se passe pas pareil. C'est pas non, la même chose. Ça arrive. Il y en a qui ont eu un petit. Mathias Boucard, il a été électricien avant. Enfin, il a été chef électricien avant. Ça arrive, mais c'est pas systématique. Okay. Après, c'est quelque chose qui pourrait être grisant, bien sûr. À l'ESRA, donc tu as fait. J'ai pas la formation en tête, mais du coup, tu as dû faire formation. C'était 3 ans. C'était sur 3 ans. C'était un bachelor sur. C'est très, très, très général. C'était assez général, ok. On fait. Donc, moi, j'étais à ESRA Images, mais on fait un peu de son. Il y a de l'histoire du cinéma. Okay. Il y a un peu de caméra. Bon, à l'époque, c'était en film. Il y a. Ouais, on fait un peu de montage. Après, on était une promo où on était assez peu. L'ESRA l'ESRA Bretagne était une école très récente. Donc, on avait un effectif assez restreint. On devait être 45 ou 50, je ne sais plus. Et on avait accès à énormément de matériel. Ce qui nous a permis de faire beaucoup de films à côté aussi, de prendre des caméras le week-end pour aller filmer des choses. Et on est de cette promo en tout cas, on est encore quelques-uns à travailler quoi. À se croiser régulièrement et tout ça. Et du coup, comment t'es rentré dans ce milieu ? Enfin, est-ce que t'as fait un stage ou Alors, quand je suis sorti de l'école, moi, j'ai fait du dessin animé à Rennes en pâte à modeler. Ok. Avec un de mes anciens profs de l'ESRA. Pendant 1 an et demi, j'ai fait 2 courts-métrages, mais ce sont des tournages un peu au long cours, parce que c'est très long. Après, je suis arrivé à Paris, et j'ai travaillé par l'intermédiaire de 2 amis machinistes qui, eux, avaient commencé pendant l'ESRA à faire des petits courts-métrages et tout ça. Et c'est eux qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier à Paris. Ok. Après, moi, j'ai fait énormément de courts-métrages au début, parce que je connaissais personne. Okay. Donc, fait du bénévolat. Au début, tu ne fais que des remplacements de gens, parce que personne ne pense à toi, parce que personne ne te connaît. Quoi. Donc, tu remplaces. J'ai fait un peu de régie, j'ai fait un peu j'ai fait de la caméra, Qu'est-ce qui t'a permis de passer justement de cette période où on est quand même très souvent bénévole, on essaye de rencontrer des gens, à ce moment où on t'es sûr que le prochain que tu fais c'est payé, et si c'est bénévole après il y a des amis qui m'ont poussé à rester motivé et y croire, parce que t'as la contrainte financière, parce que malgré tout ton banquier, moi mes parents ils m'ont énormément aidé financièrement, parce que c'était tu vis à Paris, tu travailles quasi bénévolement. Moi je viens de la campagne, tout est moins cher, ton rythme de vie il est très élevé, et moi mes parents ils m'ont énormément soutenu là-dessus. Et après j'ai fait une rencontre professionnelle, Giovanni Fiore Coltellacci, que j'ai rencontré en 2007, et qui lui m'a fait changer où j'étais renfort électro sur un film, et puis finalement je suis resté tous les soirs. Il me disait est-ce que tu peux revenir demain, et du coup ça a duré 7 semaines. Et le film d'après Je peux faire le film en fait, s'il te plaît. Et le film d'après il m'a rappelé, c'était vraiment quelques mois après, et puis après on a fait Clo-Clo ensemble, où il m'a rappelé, puis après j'en ai fait plein avec lui, mais c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et lui il avait comme il était assez âgé, il avait une confiance des productions. Quand il m'a proposé Clo-Clo, j'avais rien fait en chef, c'était un très gros film,
et en même temps, lui, il avait l'assurance de dire ça sera Guillaume et c'est comme ça. Et personne ne discutait. Ça aurait été un jeune chef opérateur qui me l'aurait proposé. On aurait dit ouais, mais est-ce que tu es sûr de toi? Là, c'était quelqu'un qui avait énormément d'expérience. Personne ne le remettait en cause. Donc, toi, t'as été remis en cause, tu t'es dit oula. Moi, j'étais pas sûr, mais je lui faisais une grande confiance. Okay. Parce que, alors, par rapport à la manière dont on travaille, Gianni, à cette époque-là, après la confiance est arrivée, mais il était très précis dans ses demandes et tout ça. Celui, c'est quelqu'un qui est resté très longtemps cadreur, aussi par modestie, et il travaillait avec Rotuno. Et quand il est passé chez FOB, pour lui, c'était une fois qu'il était chez FOB, il tenait à cœur d'être précis parce qu'il avait mis longtemps à faire ce choix de passer opérateur. Donc il trouvait ça normal d'avoir la responsabilité des installations. Mais est-ce que tu as peur justement de te faire dépasser par la technologie? Ouais. Alors là, il y a moins d'activité en ce moment. Il y a ceux qui disent que c'est l'IA qui va remplacer. Je pense que tout ce qui est packshot et tout, effectivement, l'IA est réel. Je pense que l'activité va être transformée de toute façon. Il y aura toujours des grosses productions, mais notre activité professionnelle elle va être transformée. Mais comme elle l'a un peu toujours été depuis que je fais ce métier, là on a la LED, il y a beaucoup plus de pupitres qu'avant, à savoir changer les couleurs en live et tout ça. Avant, c'était des choix en amont dès les repérages. Je disais pour ce décor-là, je veux du bleu, je veux du jaune, je veux du vert. Maintenant, avec la LED, il suffit de le dire. C'est pour ça qu'on voit que les films sont quand même nettement plus colorés depuis qu'il y a la LED et que c'est sur batterie. Ouais. Tu peux changer là. Tu décides, tu dis tiens, je veux que tout le monde soit rose, tout le monde est rose. Ouais. Ça a beaucoup changé. Avant, il fallait mettre la gélatine, ça faisait du bruit. Quand il y avait du vent, tu l'entendais. Puis c'était une discussion à avoir en amont pour pas cramer de la pellicule pour du rose. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour faire ton métier? Ah oui. Humainement, tu veux dire? Ouais, humainement, des qualités humaines, des qualités de travail. Qu'est-ce qui fait que tu penses que on t'appelle encore aujourd'hui, que t'es bon dans ton métier? Ouais, aussi. Après, on est tous un peu différents. S'il y a toujours une manière, malgré tout, on est tous un peu. Il y a les gens avec qui on a appris, qui nous apprennent des choses, et après, malgré tout, rien n'est vraiment formaté. Je veux dire, entre deux chefs ou deux ou trois chefs électriciens qui travaillent beaucoup, on pourrait être très différents. Après, il y en a qui vont aimer le sens de la proposition, il y en a d'autres qui vont aimer notre concentration, il y en a qui vont aimer notre sympathie, il y en a qui vont... Les rapports sont différents un peu tout le temps, parce que tout le monde est différent dans ces métiers. Il y a beaucoup... Enfin, on n'est pas autodidacte, mais en vrai, notre métier, on l'apprend en travaillant. Est-ce que tu as un dialogue, toi, personnellement, avec le ou la réalisatrice, ou ça passe forcément par le chef-op ou la chef-opératrice? Ça dépend des films. Avec Coralie, on a énormément échangé. Ok. Quand je travaillais avec Gianni, Clo-Clo, donc Florent Emilio Siri, lui c'était un gros film aussi. Enfin, il était un peu inaccessible. Moi, il est inaccessible physiquement, ce plateau. En revanche, c'est quelqu'un de très généreux et j'ai énormément appris auprès de lui aussi. Mais en tout cas, sur un film comme ça, avec Gianni, j'ai changé majoritairement, je veux dire, pour le boulot, j'ai échangé avec Gianni. Là où Coralie, j'ai changé avec elle. Okay. Ça dépend vraiment de Le Grand Bain. J'ai changé quand même principalement avec Renzo. Ça dépend vraiment des films, à la fois de la disponibilité du réal. Coralie, c'est quelqu'un qui est très présente dans dans toutes les étapes. Elle est présente avec la déco, elle est présente avec la lumière, elle est présente avec tout le monde, elle est là tout le temps. C'est un bourreau de travail, cette femme. Donc elle est tout le temps là. Enfin, elle a jamais arrêté de travailler depuis le tournage.
Elle a envoyé son film juste avant d'être nommée à Cannes, quelques heures avant. Depuis, elle est en promo, elle travaille tous les jours. Elle travaille tout le temps. Okay. Et elle est très proche de comment ? Ça avait l'air d'être le film de sa vie aussi, un petit peu. Ah, c'est son bébé. Ouais, c'est son bébé. Ouais. Mais comme le prochain sera son autre bébé. Son deuxième bébé, ouais. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau métier à découvrir. Merci beaucoup.